Donc, docteur Émilie Lacroix, bienvenue. Donc, docteur Émilie Lacroix est chercheur en neuropsychologie à l'Université catholique de Louvain, donc à l'UC Louvain. Elle a travaillé aussi aux cliniques universitaires Saint-Luc et son labo se nomme Synapse, qui est dirigé par professeur Martin Garrett Edwards. Donc, bonjour Émilie. Bonjour. Bonjour. Donc, est-ce que serait possible de pouvoir dire, parce que neuropsychologie, ça a l'air d'être une discipline assez complexe, est-ce que tu pourrais expliquer plus en détail ce que tu fais euh, comme travail exactement? Ok, mais voilà, mais d'abord merci de m'avoir invité, merci pour cette superbe opportunité de participer à la première initiative Soapbox en Belgique. Donc je m'appelle Emilia Croix, comme tu l'as dit, je suis chercheuse en neurosciences cognitives, en neuropsychologie, et moi je m'intéresse un petit peu à l'oreille interne. Donc je ne sais pas si tu veux que je commence à Ah t'expliquer oui, déjà c'est- directement ce que je fais pour le moment, peut-être. oui, bon, pour l'oreille interne, mais ça pourrait être intéressant. Donc, l'oreille interne, si je comprends bien, c'est tous les systèmes qui se trouvent au-delà du tympan. C'est ça, c'est ça. Oui. Et donc voilà. Et donc en neuropsychologie, on ne s'intéresse pas qu'au cerveau. En fait, moi, en ce qui me concerne, je m'intéresse à cette petite chose-là, qui Mhm. est donc notre système vestibulaire et notre cochlée, qui se trouve à l'intérieur de l'oreille interne. Et donc, on connaît très très bien en fait la cochlée, qui est cette espèce de limaçon d'escargot qui sert à coder les informations auditives. Ce qu'on connaît moins, c'est ces petits canaux qui servent en fait à coder l'information spatiale et gravitaire. Et donc c'est ça qui nous dit en fait où nous nous situons dans l'espace et qui Mhm. me dit que là je suis assise à tes côtés Oui. ou si je me mets debout que je suis debout. C'est ça aussi qui va m'aider lorsque je vais tourner la tête à stabiliser mon regard dans l'espace. Parce qu'évidemment, si la tête tourne à gauche, c'est intéressant que les yeux continuent à tourner avec le reste de la tête pour bien avoir une perception globale. Ok, donc, enfin, si jamais je comprends bien, c'est-à-dire que qu'il est possible, par exemple, que ce système puisse être perturbé, c'est-à-dire que parfois, si je tourne la tête à gauche, j'aurais toujours l'impression d'être à droite dans certaines situations. C'est un peu ça. En fait, ce système, quand il dysfonctionne, alors il dysfonctionne dans certaines maladies. La maladie de Ménière, par exemple, ou quand on Mhm. a des infections de l'oreille interne, quand on a une surdité qui touche les deux structures, on va avoir des dysfonctions du système. Et comme ce système a des informations qui vont monter jusque dans le cerveau pour coordonner notre vision, Mhm. il peut également avoir d'autres difficultés qui vont être liées à ces troubles de la perception de l'espace. Et c'est ça que j'étudie. Ok, d'accord. Ça a l'air vraiment intéressant. Et donc, en tant que chercheur, il y a une petite question parce que comment arrives-tu à pouvoir trouver de nouvelles idées, à pouvoir avancer dans ton travail? Alors, les nouvelles idées, c'est quelque chose qui vient un peu partout, un peu tout le temps. C'est ça qui est assez chouette en recherche. Je peux te raconter une petite anecdote comme ça qui est assez comique, parce que bon, ceux qui me connaissent savent que j'aime bien observer la nature, comme on en avait parlé Oui, dans notre première vidéo. Et c'est vrai qu'un jour, je me suis retrouvée à observer comme ça des ours en des forêt. ours. Donc, il n'y a pas eu de Donc, danger à ce non, mais niveau. voilà, Donc, c'est quelque chose que je fais sur le côté où j'observe un peu la vie sauvage. Et pendant que j'observais ces ours, donc dans des affûts bien protégés, je te rassure, je les voyais bouger. Et puis on a pas mal de vidéos et je me posais pas mal de questions sur les mouvements, les chemins qu'ils empruntaient. Et puis j'ai commencé à écrire à un chercheur en Espagne. Donc moi j'étais en Slovénie, j'ai écrit à ce chercheur en Espagne pour lui dire tiens, dans le fond, tu sais, ces ours, ils bougent dans tous les sens. Est-ce que c'est pas un peu comme les animaux qu'on prive d'un système vestibulaire? Qu'est-ce qui se passe? Et donc c'est un petit peu une discussion qui est très rigolote parce que c'est parti dans tous les sens. Mais tout ça pour dire qu'au final, il y a une idée qui est ressortie de là, dans ces interactions avec ce chercheur à l'autre bout de la planète à ce moment-là, enfin en tout cas un peu plus loin, c'est qu'on s'est dit qu'on allait regarder les patterns des mouvements des humains, comme on mhm. savait le faire chez les animaux, puisque c'est ce qu'on fait en fait quand on étudie le système vestibulaire. D'abord, on étudie les modèles animaux, donc on regarde comment les souris se débrouillent dans des labyrinthes quand elles ont été privées de système vestibulaire, et on voit qu'elles ont des problèmes d'orientation spatiale. Et donc chez les animaux, on sait le faire, on sait l'étudier, les ours, les souris, et chez les humains, c'est un peu plus compliqué. Et donc ça nous a donné l'idée en fait de créer un algorithme d'intelligence artificielle qui va permettre de coder les mouvements de ces vidéos, les mouvements humains, Mhm. pour pouvoir avoir des mesures de score, de patterns de mouvement du corps. Donc c'est pour te dire, pour te répondre, c'est un petit peu vraiment, ça prête à sourire, mais effectivement, les idées peuvent venir de n'importe où, n'importe quand. C'est ça qui est bien quand on fait de la recherche. Et ce qui est bien aussi, c'est que tu as toujours un collègue à l'autre bout de la planète qui est aussi enthousiaste que toi et qui va te trouver une autre idée. Et tout ensemble, ça va faire comme ça parfois des recherches très multidisciplinaires en collaboration avec pas mal de gens dans des domaines très divers. Et c'est assez chouette. Ah oui, ça a l'air intéressant. Donc,
Donc, à partir des ours, on arrive à... Oui, On arrive à développer oui, des recherches très chouettes. Je crois que j'ai cassé mon système vestibulaire. J'espère que Ah, bon. Heureusement, ce n'est qu'une oreille, il ne va pas se déplacer. Mais... tout à fait, tout à fait. Ok, donc oui, une petite question, parce que tu as parlé d'intelligence artificielle, c'est-à-dire que dans ton domaine de recherche, vous utilisez aussi enfin, oui, c'est ça, des algorithmes assez complexes de deep learning ou bien On c'est... peut utiliser ça. En fait, Oui. moi, j'ai 2 champs de recherche. Donc, j'ai effectivement tout ce qui est plus fondamental, plus cognition du domaine vestibulaire, des troubles sensoriels. Mais j'ai aussi un champ de recherche que j'aime beaucoup, qui est la psychométrie, le développement des nouveaux tests, des nouvelles mesures pour comprendre comment fonctionne le cerveau. Et donc, si tu veux, on peut utiliser des algorithmes d'intelligence artificielle, mais on peut aussi utiliser plus simplement des tests informatisés qui vont Mhm. donner des temps de réaction, des mesures des comportements, que ce soit sur un ordinateur, sur une tablette, quand on doit mesurer l'attention visuospatiale, par exemple, et qu'on va essayer de comprendre comment fonctionne le système visuospatial, on va devoir avoir besoin de temps de réaction très très précis, de l'ordre de la milliseconde. Et donc, on va utiliser des tests informatisés, tout ce qui est nouvelles technologies. C'est pas des choses qu'on peut développer comme ça. On a besoin de beaucoup d'avoir des tests très valides. C'est une science assez rigoureuse, la psychométrie. Mhm. Donc il faut répliquer ces tests, il faut les valider auprès d'un grand nombre de personnes qui vont les faire passer. Et c'est aussi un champ très très intéressant des neurosciences parce que bon, quand on veut étudier un concept cognitif, on ne peut pas juste se dire tiens, je vais poser des questions et voir comment les gens répondent. On doit faire vraiment des tests validés, standardisés avec des protocoles qui vont permettre de donner des mesures réplicables par d'autres équipes. Et c'est seulement au bout de tous ces processus qu'on aura des réponses aux questions fondamentales de la science, en fait. Donc voilà, c'est assez compliqué. En fait, la psychométrie, je pourrais voir que ce n'est pas aussi évident à faire comme les genres de tests qu'on trouve souvent dans les livres de psycho. Oui, je pourrais comprendre que pour les psychologues et neuropsychologues, ça ne devrait pas être très évident de voir à quel point enfin, ce genre de science est un peu pris à la légère par la plupart des gens. Et en fait, de ton opinion, qu'en penses-tu en fait de tous ces Oula. psychos Qu'est-ce que je pense quoi, des tests qu'il y a dans les magazines féminins, tu veux dire des choses comme ça? Oh oui, à Des peu tests un près peu comme simples. Psychologie Magazine ou... On va dire que c'est une manière vulgarisée d'essayer de, je pense, sensibiliser les gens à la cognition, et c'est très bien. Mais c'est vrai qu'effectivement, ce sont plutôt souvent des tests un petit peu plus simples, ou en tout cas qui vont donner des conseils généraux qui peuvent être très chouettes, je pense. Mais c'est vrai que quand on fait un test, par exemple, je prends un test de QI qu'on va faire pour un Mhm. enfant, pour savoir s'il a les capacités pour suivre au niveau scolaire, ou pour comprendre pourquoi il a des difficultés dans un domaine particulier. On est obligé d'utiliser des tests standardisés qui sont faits passer par des psychologues spécialisés et qui ne sont pas, je veux dire, disponibles comme ça pour tout le monde, parce que justement, il y a des protocoles à suivre pour pouvoir être sûr que ce qu'on mesure, c'est vraiment les capacités cognitives à ce moment-là, et pas juste, je vais dire, des questions plus simples que ça, quoi. Oui, donc, ok, donc c'est vraiment parce que je sais qu'il y a un effet comme ça que j'ai un peu lu, bon, puisque moi je ne connais vraiment rien en psychologie, mais qu'on appelle effet Barnum, du genre que les gens, parfois, ils ont l'impression de croire que certaines descriptions de psychologie leur correspondent, alors que c'est pas vraiment le cas. Et je me suis rendu compte que peut-être que sans ces protocoles, on risque vraiment de nous interpréter, je sais pas, des génies, par exemple, des génies incompris comme sans le savoir, ou bien des gens qui ont vraiment des problèmes, ou bien aussi un effet Barnum qu'on applique à d'autres personnes en disant ah oui, ça c'est un narcissique, alors que bon, c'est un peu difficile, je pense, de pouvoir évaluer ça de façon rigoureuse tant qu'on n'a pas les moyens de connaissance en fait. Donc, Je ne sais pas si on peut dire que c'est difficile, parce qu'effectivement, quand on est spécialisé et passionné dans le domaine, c'est quelque chose qu'on va vraiment développer comme expertise. Mais c'est vrai que c'est très différent de ce qu'on peut trouver, je veux dire, dans le quotidien. Et puis c'est important parce que ça peut avoir des répercussions au quotidien des patients. Donc effectivement, quand on a besoin de se faire tester, souvent, c'est pas parce qu'on se pose des questions de personnalité ou des choses comme ça. Les gens pour lesquels on fait les tests au niveau médical, c'est souvent dans des structures hospitalières où les patients viennent parce qu'ils ont eu un accident vasculaire cérébral ou un trauma crânien, qu'ils ont des pertes de mémoire ou des maladies neurodégénératives. Moi, je travaille vraiment avec des ORL, donc avec des médecins qui sont spécialisés dans tout ce qui est troubles de l'oreille, de la gorge, du nez. Mais ici, on travaille principalement avec les ORL spécialisés en otologie, qui font la science oui. de l'oreille interne. Et on voit des patients qui ont effectivement des troubles de type surdité. Ah, Et
Chez des enfants, par exemple, Ouais. ça va être plus difficile. Quand tu vas avoir un enfant sourd ou malentendant, c'est important d'essayer de comprendre comment il se débrouille sur le plan cognitif pour pas qu'il ait cette difficulté-là surajoutée au reste et pour pouvoir l'aider au mieux. Ok, donc oui, c'est vraiment la science de l'oreille, ça a l'air super intéressante. Et on voit qu'il y a quelqu'un qui vient de poser une question. Alors oui, c'est une question assez complexe, j'ai l'impression, puisqu'il demande si l'oreille a évolué entre le Néandertal et Homo sapiens. Voilà. Alors, eh bien, c'est une question à laquelle je vais avoir difficile à répondre parce que ce sera plus justement mes collègues ORL spécialisés, puisque moi je m'occupe plus du cerveau que de l'oreille. Donc, je sais t'expliquer qu'il y a effectivement des évolutions. Ce que je peux te dire qui est très intéressant, c'est qu'une oreille d'humain, en tout cas, et une oreille d'animal ne va pas être tout à fait identique. J'ai comme ça été à un congrès où il y avait un spécialiste ORL qui analysait les oreilles internes de baleines et qui montrait comme ça que le système vestibulaire, la cochlée de la baleine était assez similaire à celui de l'homme et qu'il y avait Ah, donc des évolutions tout à fait identiques, mais il y avait des différences en termes de taille en fait. Donc je ne oui, vais peut-être pas aller dans je les pense. détails, mais il y avait des différences de taille, de structure, puisque ben, voilà, la baleine dans l'eau, elle va avoir une autre façon, elle va avoir l'écolocalisation, donc avoir une cochlée plus grande. Mais par contre, en termes de l'homme de Néandertal, je suppose bien évidemment que les choses ont changé, mais je suis incapable de te dire comment et à quel point. C'est pas quelque chose que j'ai étudié. Ah ouais, donc mais c'est en plus, enfin, je dirais que dans mes connaissances, le Néandertal et Sapiens sont plutôt cousins que, que ancêtres et descendants. Donc là, je pourrais pas, il y aura normalement dans fait aucune évolution de Néandertal vers Sapiens. Mais voilà, ça c'est un petit détail peut-être pour la personne qui a posé la Tout à question. fait. Euh, mais par contre, leur ancêtre commun, il est possible que leur oreille a évolué. Et ça c'est une nouvelle. Ah, voilà, je vois encore une autre question où il y a beaucoup de gens qui sont vraiment intéressés. Alors, il demande comme question, oh là, j'ai du mal à lire. Alors, peut-on aborder le sujet de ces recherches? Ces recherches abordées. Alors là, je me demandais si Aline D pourrait euh, enfin, éclaircir un peu sa question, le sujet de ses recherches. Qu'est-ce qu'elle pourrait dire? Aborder. Elle veut peut-être que Madame Aline, c'est ça, veut Oui, savoir un petit peu ce que je fais exactement, parce qu'on a parlé de plein de choses et d'anecdotes, oui, mais c'est pas évidemment. Donc, effectivement mon travail pour le moment. oui, donc voilà, donc exactement. Exactement, précisément. Donc pour Aline, qu'est-ce que je fais exactement? Eh bien, quand par exemple un patient se présente à l'hôpital et qu'il est malade et qu'il a une souffrance de l'oreille interne, on a constitué des groupes de labos de recherche pour essayer d'aller voir si ce trouble de l'oreille interne pouvait avoir d'autres répercussions que juste physiologiques. Qu'est-ce qu'on entend par là? Donc, les troubles de l'oreille interne du système vestibulaire ont toute une série de conséquences physiologiques, c'est-à-dire que les gens vont avoir des vertiges, des nausées, des choses physiques, je veux dire, mais on ne sait pas au niveau cognitif ce qui se passe. Pourtant, on a remarqué que les patients, ils avaient des plaintes au niveau de la mémoire. Donc, ils vont par exemple dire qu'ils ne savent plus où ils ont mis leur voiture, qu'ils ont du mal à s'orienter dans l'espace, qu'ils sont très fatigués. Ils ont un peu des symptômes qui vont ressembler à de l'agoraphobie, donc des difficultés avec le mouvement, avec la perception du mouvement autour d'eux. Et donc, il y a pas mal de chercheurs, et notre équipe en fait partie, qui ont cherché à investiguer vraiment si ces troubles cognitifs, on pouvait les mesurer très spécifiquement. Et Mhm. donc, c'est ce qu'on a fait dans nos recherches chez l'adulte. On a essayé d'aller comprendre ça. Et puis, on a fait des recherches chez l'enfant. Et on est, à ma connaissance, la première équipe à avoir montré qu'effectivement, les enfants avaient des difficultés cognitives similaires aux adultes avec les troubles vestibulaires, puisqu'on a pris un petit groupe d'enfants avec des troubles vestibulaires et aussi des troubles auditifs. Et on a remarqué qu'ils allaient avoir du mal, par exemple, pour faire tout ce qui était rotation mentale, pour faire tout ce qui était vraiment perception de l'espace, mémorisation de l'espace et Mhm. des choses qui se passent en mouvement. Et c'est vraiment fondamental de comprendre comment ça va, parce que souvent, ces enfants, donc, comme le système vestibulaire est juste à côté de la cochlée, ils ont également une surdité, c'est très fréquent comme comorbidité, et donc ils vont avoir pas mal de difficultés sur le plan scolaire à gérer, puisqu'il y a l'appareillage auditif ou l'implant, et ils vont aussi avoir des difficultés à suivre les cours parfois. Mais si en plus de ça, on sait maintenant qu'ils ont également des difficultés dans tout ce qui est rotation mentale, on pourrait imaginer qu'ils peuvent avoir des difficultés lorsqu'ils vont faire des tâches de géométrie, de calcul écrit. Et donc, on a vraiment essayé de comprendre ça. Alors, on l'a montré à notre petit niveau sur un tout petit échantillon de patients. Donc, c'est ça qui est chouette en science, c'est que notre recherche est très préliminaire, mais qu'on a maintenant l'occasion, vu que c'est des travaux qui ont été publiés, que d'autres équipes de recherche puissent répliquer ces travaux-là, en fait. Et donc voilà, ça c'est vraiment les toutes dernières recherches sur lesquelles j'ai travaillé récemment. Je ne sais pas si ça répond à la question Oui, d'Aline, j'espère. oui, j'espère aussi. Donc, pour Aline, si jamais ce n'est pas clair, n'hésite pas à reposer tes questions.
Et voilà, donc une autre question de Nadine Vlaude. Donc, les résultats de ces recherches ont-elles aujourd'hui des applications concrètes sur des patients atteints de problèmes cognitifs sévères suite à un accident, par exemple? Très intéressant comme question, effectivement, Nadine. Donc, suite à un accident, pas spécifiquement, puisque moi, je n'ai pas travaillé avec ces patients-là, suite à une infection de l'oreille interne ou des troubles, la première répercussion, c'est effectivement qu'au niveau du diagnostic, maintenant, on a des nouveaux outils. Par exemple, pour les adultes, on avait donc ces adultes qui se présentaient avec des plaintes cognitives et qui n'étaient pas toujours entendues parce que le corps médical avait des difficultés à comprendre ce qui se passait. Ils savaient très bien que oui, ils avaient des problèmes d'équilibre, on pouvait les mesurer, le kiné fait une rééducation, mais il restait parfois ces espèces de plaintes cognitives. Et donc, on a créé un questionnaire spécifique aux patients vestibulaires, qui est un questionnaire automatique en ligne, automatisé, où les gens rentrent leurs réponses, puis ça leur donne des sous-scores en fonction des domaines cognitifs. Et alors, ce questionnaire a vraiment eu un chouette effet dans le monde, puisqu'il y a une dizaine d'institutions de par le monde qui maintenant l'utilisent. Et on a pu montrer qu'en fait, en fonction de la pathologie, si c'était une maladie de Ménière ou si c'était une infection qu'on appelle une névrite ou Mhm. un vertige paroxystique bénin, donc c'est tous des types de pathologies vestibulaires différentes, Mhm. eh bien, il y allait avoir des types de réponses différentes aux questions de ce questionnaire, des types de problèmes cognitifs, de plaintes cognitives différentes. Et donc, l'étape d'après, ce sera d'aller voir si on peut mesurer ça au niveau cognitif. Mais déjà, dans les plaintes subjectives des patients, on a une application concrète qui est qu'ils peuvent mesurer, et donc le médecin peut mieux comprendre ce qui se passe et mieux comprendre la plainte de ses patients. Ok, ça a l'air vraiment intéressant en tout cas. Alors, ah oui, donc voilà. Il y a une petite question aussi que je voudrais aussi te poser parce que tu fais un métier super passionnant, mais qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la recherche en neuropsychologie? Pourquoi as-tu choisi d'être chercheur? Alors, c'est une bonne question. Je dirais que j'ai pas vraiment choisi d'être chercheuse, en fait. La recherche s'est un peu plutôt imposée à moi. C'est-à-dire que moi, j'ai d'abord été clinicienne, donc je fais plus de 10 ans que je travaille comme clinicienne. Et après mon diplôme, je travaille avec des patients, mais j'étais un peu frustrée. On n'avait pas toujours les outils qu'il fallait. Et j'ai postulé pour une bourse à la Fondation Saint-Luc, donc la fondation de l'hôpital pour laquelle je travaille. Et, euh, et j'étais très étonnée parce que j'avais pas vraiment beaucoup de chance. J'avais pas encore un background de recherche de chercheuse fondamentale. J'avais juste vraiment mes idées de clinicienne. Et j'ai proposé en fait un projet assez innovant en disant, ben voilà, moi j'aimerais bien qu'on aille tester les enfants qui ont des troubles vestibulaires et de la surdité avec des outils plus précis que juste les outils papier-crayon qu'on a. Et je vous propose de développer tout ça sur des tablettes numériques qui vont donner ces fameux temps de réaction, ces fameuses précisions, montrer un peu le tracking visuel des patients. Et ce projet a été financé. Donc je suis un peu tombée des nues, parce que c'est des bourses, c'est une petite bourse d'une centaine de milliers d'euros quand même. Et j'étais assez surprise de l'avoir eu parmi d'autres candidats. Et donc bah, voilà, j'étais un peu embêtée en me disant, bah, voilà, j'ai des idées, j'ai une bourse. Il faudrait peut-être quand même que je fasse un peu de la recherche plus appliquée que ça. Et donc j'ai eu l'occasion de rencontrer mon promoteur de thèse à cette époque, Martin Garrett Edwards, qui m'a permis de faire une thèse de doctorat avec lui et de lancer mes travaux de recherche vraiment dans le domaine. Et c'est comme ça que la recherche s'est un peu imposée à moi plutôt que le contraire. Ok, ça a l'air vraiment bien, mais je pense que je dirais que c'est plutôt un parcours qui est plutôt lié à un style de vie, puisqu'on a toujours des questions, et c'est autant qu'on a l'occasion, autant chercher, comme je dirais. Allez, je vois encore une autre question de Marc Marc. Donc, il demande, est-ce qu'il y a une région spécifique d'activité neuronale complexe pour la compréhension des impulsions provenant de l'oreille qui distingue son de mots et équilibre? Qui Donc, distingue? les sons de mots, à mon avis, le langage et l'équilibre, si jamais. Ok, alors en fait, comme je disais, on a 5 sens qui sont très bien connus. On a l'audition, l'olfaction, l'ouïe, le toucher, l'odorat. Donc tous ces sens qui sont très connus. Par contre, le système vestibulaire, on ne le qualifie pas vraiment de sens. Et donc, les autres sens sont bien connus parce qu'ils sont bien étudiés et ils ont effectivement des zones. On sait que pour la cochlée, les informations qui remontent sur les voies auditives vont aller à un certain endroit qu'on appelle cortex auditif. En tout cas, les études ont montré qu'il y avait vraiment des zones par rapport au cortex auditif. Pour le cortex vestibulaire, c'est beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire que c'est tentaculaire, donc les informations vont remonter sur des noyaux vestibulaires, puis les ganglions. Je ne vais peut-être pas rentrer dans tous les détails de ces voies, mais il n'y a pas actuellement un endroit spécifique où on dit, OK, ça, ce serait le cortex vestibulaire. Ça n'existe pas vraiment. Ce qu'on sait, par contre, c'est que ça va partout. C'est assez tentaculaire. C'est un petit peu comme un octopus, Oui.
Le mot m'échappe en français. Euh, Euh, une pieuvre, une pieuvre, voilà, oui. qui va vraiment envoyer toutes ces ramifications partout dans le cerveau. Et donc, on regarde un petit peu pour essayer de comprendre. Il y a des zones plus spécifiques qui ont l'air d'apparaître, mais pour le moment, c'est encore assez tentaculaire. Et il n'y a peut-être pas une zone en particulier, il y a plus une conjonction de réseaux. Et c'est ça que beaucoup de chercheurs étudient en ce moment. Ok, c'est vraiment intéressant en fait, toutes ces choses qu'on peut voir avec les oreilles. Moi, j'apprends beaucoup de choses. C'est alors que je regarde s'il y a encore quelques questions. Non, pas encore. Donc, je voudrais aussi poser une petite dernière question. En tant que chercheur et pas en tant que chercheur, est-ce que tu penses que tu as une différence de traitement que tu as ressentie à ce niveau? Hmm. Ah, attendez, il y a aussi une autre question Ouais, après. Mais tu as une voilà. autre question. C'est un peu compliqué. Je dirais que dans mon travail à personnel, je ne l'ai pas ressenti vis-à-vis de mes collègues, ça ne m'est jamais arrivé. Par contre, c'est vrai que ça m'est arrivé au niveau de certains congrès où je n'ai pas su aller pour des raisons liées à mon sexe, notamment parce que j'étais enceinte, et où c'était peut-être un peu difficile d'accès parce que bah voilà, on m'a demandé de ne pas présenter à ce moment-là parce que je ne savais pas voyager. Donc oui, il y a eu des petites choses comme ça peut arriver. Mais heureusement, voilà, on est plusieurs femmes en recherche à se battre pour que ce genre de choses n'arrive plus. Et je pense que ça va changer dans les années à venir. Ok, un tout grand merci. Et voilà, la dernière question de Nadine Vlaude, avant de conclure cet entretien. Donc, elle pose comme question, le cerveau d'une personne sourde réagit-il de la même façon que celui d'une personne entendante? À mon avis, elle parlait peut-être du reste du cerveau. Mais... Mais c'est-à-dire que ça va dépendre si on est sourd de naissance ou si on est devenu sourd. Et Ah donc, oui, effectivement, quand on est sourd profond de naissance, le cerveau peut recalibrer certaines zones du cortex et reformer des nouvelles zones autrement et réagir autrement. Mais je ne suis pas sûre qu'on aura le temps de développer ça ici, mais je crois que je connais Nadine et je vais pouvoir lui répondre en privé. ok, ça va. Un tout grand merci, Émilie, pour De cet rien, merci à entretien. toi. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les poser par email. Et puis, nous le transmettrons à la chercheure et qui va vous répondre du mieux qu'elle pourra. Donc, voilà. Je vais récupérer mon oreille. Oui, Merci à bien toi sûr. et à bientôt. Oui, à bientôt.